Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous nos auditeurs qui sont là. On va vous laisser le temps de nous rejoindre pour ce webinaire qu'on organise aujourd'hui sur gérer la conformité, les audits et les risques de façon intégrée. Je vous laisse quelques minutes pour arriver. Vous n'hésitez pas sur la plateforme que vous avez devant vous. Vous avez des outils qui sont à votre disposition. Vous avez donc la boîte pour les questions-réponses et on prendra du temps à la fin de notre webinaire pour répondre à vos questions. Si on n'a pas le temps de toutes les couvrir, on vous enverra les réponses par email. Vous avez également, je pense, toutes les informations sur nos intervenants de la journée et également un petit onglet sur lequel vous pouvez récupérer par exemple les brochures qui peuvent vous intéresser ou nous demander si vous avez besoin d'une démo personnalisée par exemple. Voilà, alors sans plus tarder, moi je vais présenter les intervenants de la journée, voilà, parce que je ne serai pas la seule à parler, heureusement. Ce webinaire aujourd'hui est présenté avec DECRA et donc notamment Florent Bourlon. Bonjour Florent. Florent, vous êtes chargé Bonjour à vous des tous, documentaires chez DECRA Industrial. Tout à fait. Et on va avoir également aussi pour la partie M-Files Malo Genquin. Malo, qu'on ne me présente plus, directeur avant-vente et solutions. Bonjour Malo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bien. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous entendez mal. Normalement, je pense que tout le monde est OK, tout le monde nous voit bien, donc c'est parfait. On va pouvoir du coup passer tout de suite au vif du sujet qui est l'agenda de la journée. Alors, on va aborder aujourd'hui trois grandes thématiques notamment, et donc une partie démonstration. Donc, on abordera effectivement toute la partie conformité et veille, la partie gestion des risques et des audits. Malo nous fera une démo sur un système inconnu pour voir comment on peut intégrer un ECM et faire effectivement de la veille avec un outil d'ECM. Et on finira effectivement sur les tendances qu'on peut voir venir pour les prochaines années, notamment en termes de conformité et de veille, parce qu'on sait que c'est un secteur qui évolue particulièrement rapidement. Voilà. Alors du coup, on va quand même présenter aujourd'hui nos intervenants. Florent, vous êtes du groupe DECRA. Je vous laisse présenter aujourd'hui le groupe DECRA parce que c'est vrai que c'est un groupe que je pense beaucoup de gens connaissent, mais je ne pense pas qu'ils savent l'amplitude de vos domaines d'intervention. Oui, alors tout à fait. Alors DECRA, c'est une entreprise qui est surtout connue en fait pour le contrôle automobile. Hein. C'est la partie que le grand public connaît. Mais c'est surtout une entreprise qui est spécialisée dans la prévention des risques. Donc, c'est une entreprise qui est d'origine allemande, mais qui est présente un peu partout dans le monde. Alors, évidemment, en France, je passe le slide, voilà, en France. On fait des activités qui sont liées à tout ce qui tourne autour de la prévention des risques, c'est-à-dire la certification, la formation, les audits de contrôle, de conformité, dans tous les domaines qui sont liés, donc hygiène, sécurité, bâtiment, construction, diagnostic immobilier également, environnement, véhicules, etc. Donc je vais juste remettre ce petit slide-là pour qu'on le voit un peu plus. Voilà, c'est ça. Donc moi, en ce qui me concerne, j'appartiens à la partie DECRA Industrial France, c'est-à-dire pour tout ce qui relève des contrôles dans le domaine de la prévention des risques en industrie, dans le bâtiment, dans la construction, pour la partie France. Voilà. Je pense, et également la sécurité du public, qui est tout ce qui est contrôle des établissements recevant du public, l'événementiel et ce genre de choses. Voilà, pour ce qui est de DECRA, je pense que pour le reste, c'est suffisamment clair. C'est déjà une bonne explication, effectivement, parce que c'est des domaines, je pense, que les gens ne savent pas forcément dans lesquels vous intervenez. Et alors, du coup, Malo, moi, je te pose la question pour M-Files. M-Files, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on ne le présente plus, mais je te laisse présenter M-Files. Oui, un petit rappel d'introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes une société internationale, mais née en Finlande, en Europe, il y a une quinzaine d'années. Nous comptons une grosse 500aine d'employés répartis un petit peu partout en Europe, en Amérique du Nord et également en Australie, peut-être dans un futur assez proche l'Asie. Nous reposons sur des partenaires qui peuvent être revendeurs ou intégrateurs, ce qui nous permet d'être présents au final dans une centaine de pays. Et puis nous avons à peu près 5000 clients dans à peu près dans tous les secteurs industriels et dans à peu près tous les cas d'usage que l'on peut imaginer.
Voilà, pour ce qui est maintenant du produit, nous sommes une solution de gestion de l'information, ce qui inclut plusieurs aspects, gestion des documents, gestion des contenus, croisement des contenus avec des données structurées. Et puis donc on a cette capacité à aborder la qualité et la conformité. M-Files fournit une approche très unifiée. Elle fournit notamment une interface unifiée qui va pouvoir suivre les collaborateurs, les accompagner au quotidien, aussi bien au bureau qu'en déplacement, dans les transports, sur un chantier, avec des interfaces mobiles, smartphones, tablettes, web bien sûr. Et puis cette interface intégrée à Windows, on a aussi la capacité de se raccrocher à des frontaux métiers qui existent déjà et on vient s'insérer dans ces frontaux métiers. Donc on est très pervasif en termes d'interface. Ensuite, l'autre point fondamental de la solution M-Files, c'est de pouvoir supporter des démarches de transformation de l'entreprise, notamment transformation des processus métiers, en allant aider à leur dématérialisation. On a des capacités natives de modélisation des processus métiers avec un moteur de workflow très puissant sur lequel on peut donc asseoir cette démarche de transformation. Et le gros point, je dirais, différenciant d'M-Files, c'est cette possibilité d'aller gérer, encore une fois, aussi bien des documents que des objets non documentaires, tels que des sites, des véhicules, des bâtiments. On peut tout représenter avec M-Files et tout mettre en relation. Voilà. Et ça, c'est vraiment un point clé quand on veut transformer l'activité de l'entreprise. Très bien. Eh bien, écoute, merci pour ce rappel, Malo. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on passe à notre premier point de discussion qui est donc la conformité et la veille. Alors, je me tourne vers vous, Florent, parce qu'on sait que la conformité, ça peut toucher toutes les sociétés. C'est pas forcément réservé qu'aux organismes de contrôle que vous représentez, par exemple, aujourd'hui. Mais est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu un exemple, savoir comment on peut illustrer la conformité aujourd'hui dans une société ? Alors, pour ce qui nous concerne, puisque en termes donc d'hygiène et sécurité, on va parler de santé et sécurité au travail, puisque c'est le domaine qui nous touche et qui touche DEKRA. De toute façon, effectivement, pour le coup, une entreprise comme DEKRA, son but, c'est justement de vérifier la conformité des entreprises, voir si les entreprises sont conformes réglementairement. Donc, cette conformité, elle peut avoir plusieurs aspects. La première, c'est effectivement la conformité réglementaire. Parce qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, elle doit se conformer à des réglementations diverses. Alors, pour notre cas, afin de garantir la santé et la sécurité de son personnel. Donc ça peut aller pour les toutes petites entreprises, du simple établissement du document unique d'évaluation des risques, du contrôle d'un extincteur dans un couloir, d'un ascenseur, d'une rampe d'accès handicapé, etc. Ou même d'une installation électrique, tout simplement, dans une entreprise. Et ça peut aller jusqu'à des contraintes beaucoup plus importantes en fonction de l'activité et de la taille de l'entreprise. Par exemple, une entreprise avec énormément de machines, énormément d'équipements de travail, de véhicules, des entreprises qui stockent des substances dangereuses, etc., etc. Ou effectivement des établissements recevant du public avec des contraintes d'accueil et d'évacuation du public. Donc ça, c'est les grosses... c'est toute la conformité réglementaire qu'effectivement, chaque chef d'entreprise doit prendre en compte pour garantir la sécurité de son personnel. Ensuite, il y a une autre conformité qui est moins réglementaire, mais qui a son mot à dire aussi dans beaucoup d'entreprises maintenant, c'est la conformité ISO. Par exemple, une entreprise qui veut ou qui est certifiée, par exemple, on va prendre une ISO 14001, donc certification environnementale selon la norme ISO 14001, elle doit par exemple prouver la mise en place d'une veille réglementaire dans son système de management. Donc, elle doit pouvoir prouver qu'elle reçoit, pour les activités dans lesquelles elle excelle, avoir les informations réglementaires qui sont nécessaires à son fonctionnement. Voilà. Et ça, pour le coup, fournir ce type de veille, c'est le travail d'un organisme comme DEKRA. D'accord. Et justement, du coup, ma deuxième question va être, c'est quoi exactement la veille réglementaire ? Parce qu'en France, on est quand même un pays qui est très réglementé. Et en quoi ça consiste et pourquoi on doit faire de la veille réglementaire, du coup ?
Alors, la veille réglementaire, c'est tout bête, la veille réglementaire, hein, c'est suivre la législation pour son activité, en fait, c'est ça. Donc, elle peut être faite en interne par une entreprise ou alors effectivement dédiée à une entreprise externe. Nous, on assure la veille réglementaire pour nos intervenants, qui donc vont aller assurer le contrôle de conformité dans les entreprises, mais aussi pour nos clients qui nous demandent une démarche de veille. Donc, au niveau national, puisque là on est essentiellement centré sur la France pour ce qui nous concerne, donc c'est une veille sur les organes institutionnels de la France, hein, donc c'est-à-dire pour ceux qui connaissent Légifrance, par exemple, qui est donc le site de regroupement de la législation française. Pour les sites des ministères, également pour plus d'informations, ce qu'on appelle les bulletins officiels. Il y a des organismes institutionnels également, l'INERIS, ce genre d'organisme, voilà. Il y a tout ce qui recoupe le droit souple. Donc, alors ça c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est toutes les règles non obligatoires, mais qui vont avoir un intérêt technique en fait pour appliquer la réglementation. Bon, ça peut être les recommandations d'organismes compétents comme les CNAM, par exemple, ce genre d'organismes. Mais pour la France, on est également obligé de suivre la réglementation européenne, puisque des réglementations européennes s'appliquent directement, qu'il y a des règlements, ou indirectement, qu'il y a des directives à tous les pays membres. Donc ça, c'est pour le niveau national, mais on peut aussi avoir des contraintes maintenant de plus en plus qui se profilent, ce sont les contraintes au niveau international, puisqu'on sait que les entreprises s'internationalisent de plus en plus, les grands groupes particulièrement, et qu'on peut nous demander maintenant de suivre ces grands groupes dans leurs implantations à l'étranger et d'être capable de pouvoir répondre sur les contraintes réglementaires qu'ils peuvent avoir là-bas. Voilà, donc en fait, concrètement, ce suivi-là, il se fait, on parcourt tous ces sites institutionnels, toutes ces documentations institutionnelles, et on les intègre dans des bases de données, tout simplement. Et ensuite, par des moyens divers et variés, il va falloir pousser ces informations vers les publics concernés. Oui, et ça, peu importe un peu l'industrie dans laquelle une entreprise se trouve. On sait qu'il y en a beaucoup dans l'industrie, mais ça peut toucher effectivement tout type de secteur. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, alors du coup, si une société voulait se mettre en conformité et commencer une démarche de mise en conformité, je vais me tourner vers toi, Malo. Comment est-ce qu'on pourrait faire, comment on démarre, tout simplement, une démarche? Oui, effectivement, c'est l'essentiel. Alors, le point clé pour une démarche de mise en conformité réussie, ça va être déjà de l'ancrer solidement. Alors, l'ancrer dans quoi? Ce que l'on propose, c'est de l'ancrer dans la stratégie de l'entreprise, qui peut ensuite être déclinée de manière plus opérationnelle, en tactique. Mais voilà, il faut partir de ce qui est le plus fondamental, la stratégie de l'entreprise. On peut être en face d'une stratégie, par exemple, de présence à l'étranger, installation de l'activité de l'entreprise en Belgique, dans d'autres pays. On peut aussi être en face d'une stratégie d'ouverture à de nouveaux marchés, passer du B2B au B2C ou inversement, ce genre de choses. Donc c'est vraiment fondamental pour savoir pourquoi on se pose la question de la conformité. Est-ce que c'est essentiel, nice to have, etc. Donc ensuite, on va devoir définir des objectifs qui sont des déclinaisons finalement de cette stratégie ou de ces éléments stratégiques. Ces objectifs, il faut bien sûr les établir en fonction des règlements applicables ou des normes applicables. Tout ça constitue un ensemble. Il y a aussi la propre pression interne, je dirais, de l'entreprise, les propres exigences de l'entreprise. Donc une fois qu'on est parti sur ces bonnes bases, stratégie, objectifs, on va faire cette collecte qu'évoquait Florent, la collecte des textes réglementaires. On peut aussi s'appuyer bien sûr sur des sociétés, Jean Descraques, dont c'est le métier. Et à partir de ces textes applicables ou que l'on suspecte être applicables, peut-être que certains ne sont pas forcément obligatoires, comme certaines normes, mais seraient intéressants pour l'entreprise, seraient pertinents afin de conquérir de nouveaux marchés, afin de se différencier de la compétition. Ce n'est pas qu'une question d'obligation, c'est parfois une question de différenciation compétitive. Donc une fois qu'on a ces textes, on se retrouve en face de volumes documentaires importants. Il va falloir les digérer. Les digérer, donc ça veut dire les dépioter en petits morceaux, en exigences, afin d'une part de mieux les comprendre, déjà, au
niveau de l'équipe de veille, au niveau de l'équipe qualité. Mais ensuite, comme également le disait Florent, il va falloir diffuser auprès des équipes. La qualité, la conformité, c'est pas juste une équipe, quelques personnes qui vont tout faire dans leur coin et magiquement parvenir à cette conformité. Il faut travailler cette conformité et le faire en partenariat, en collaboration avec différentes équipes opérationnelles. Et donc c'est là qu'il va falloir leur diffuser des éléments concrets, très concret, parce que c'est pas le boulot de tout le monde d'aller être expert, bien sûr, en conformité, en réglementation, etc. Et donc, il faut leur donner pour ça des petits morceaux, des petits atomes, faciles à comprendre, avec des procédures opérationnelles qui sont basées sur ces exigences atomiques et qui vont permettre aux équipes de travailler efficacement sans se prendre la tête. Une fois qu'on a fait ça, bien sûr, il reste à contrôler que tous ces éléments sont correctement pris en compte, que ces exigences sont bel et bien satisfaites, et donc il faut mettre en place un suivi, définir des évaluations internes, des audits internes ou externes. Et souvent on aura intérêt bien sûr à solliciter, je dirais, des externes, et puis quand c'est une question de certification, ça devient absolument évident. Donc au final, on a à la fois ces aspects amont, de préparation, puis ces aspects aval qui vont jusqu'à l'audit, jusqu'aux détections des non-conformités. Voilà pour ce tour d'horizon de la démarche. De toute façon, on reviendra sur la partie effectivement audit et risque dans la seconde partie. Est-ce que Florent, vous auriez des choses à rajouter par rapport à ce que Malo a présenté? Non, pas particulièrement, non. Juste pour dire qu'effectivement, ce que j'ai peut-être un peu oublié tout à l'heure, c'est qu'un point important, c'est qu'un texte, une réglementation s'avise, c'est-à-dire qu'elle est systématiquement en mouvement, et donc il est effectivement important dans cette veille de prendre en compte la synthétisation de cette réglementation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir la modifier, il va falloir ce qu'on appelle nous consolider dans le jargon un peu de la veille réglementaire, c'est-à-dire que celui qui va recevoir la réglementation va devoir être capable d'analyser ce qui a bougé en fait, pour pouvoir s'adapter aux changements et ensuite se mettre en conformité par rapport à ces changements. Et c'est là effectivement toute la difficulté de pouvoir suivre effectivement et de rester attentif et de voir comment on peut passer tous ces changements de manière active en fait. Donc effectivement, je pense que ça du coup introduit un peu notre deuxième partie qui est du coup comment est-ce qu'on peut aborder de manière assez globale la gestion des risques dans une entreprise? Parce qu'on sait qu'il y en a, on sait que c'est pas forcément facile de rester toujours au fait de toutes les réglementations applicables et de leurs changements. Et donc du coup, comment est-ce que Florent, vous pouvez nous donner des clés pour comment arriver à gérer les risques dans une société? Je pense que de toute façon, d'une manière, en termes de HSE, et particulièrement si les entreprises sont très exposées à des risques, la veille doit s'inscrire dans une démarche globale d'entreprise. C'est-à-dire depuis le texte source, donc qui implique la mise en conformité, jusqu'à la mise en place de toutes les actions qui concourent à la santé et à la sécurité. Donc c'est pour ça qu'après, derrière, l'outil, on va appeler ça une GED, on va appeler, mais peu importe, l'outil qui va y avoir derrière tout ça doit être assez souple justement, lui, pour proposer toute la boîte à outils nécessaire à la mise en place des plans d'action qui vont résulter de l'application du texte réglementaire. Alors ça peut être qui va intervenir, c'est une entreprise, est-ce que c'est l'entreprise elle-même qui doit intervenir, est-ce que c'est un organisme tiers, comme DECRA pour le coup, quelle est la fréquence de ces interventions, est-ce qu'on trace les actions, quels sont les points critiques, etc. etc. D'accord. Et donc du coup, Malo, en termes d'instrumentation, justement, parce que Florent parlait justement d'outils, comment est-ce que ça peut se traduire? On va commencer par capturer, définir ces risques de manière très, très formelle, et puis on va les interconnecter. On va les relier. On va les relier à quoi? Encore une fois, à la stratégie, peut-être aux objectifs qui sont déclinés à partir de la stratégie. On va aussi identifier des risques relatifs aux réglementations que l'on se doit de suivre en fonction des pays où l'on intervient, en fonction des normes que l'on souhaite supporter, implémenter. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, on va créer des actions préventives, pour commencer. Une fois qu'on a identifié des risques, on veut les éviter, on veut les prévenir. Donc au moyen de plans d'action qui se déclinent en actions préventives,
Plus tard, si malheureusement cette prévention n'a pas fonctionné, on aura des actions correctives, notamment déclenchées suite à la détection de non-conformité. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc on est dans la prévention. Pour ce faire, donc, on crée des actions préventives. On peut s'aider au moyen de tâches, disons, périodiques. Les tâches périodiques sont là justement comme une sorte de filet de secours pour penser à faire certaines choses. Elles sont là aussi pour donner de la régularité, donner du rythme. Par exemple, on peut définir des tâches mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles, bisannuelles, pour aller penser à vérifier certaines choses. Et c'est cette régularité qui va permettre aux entreprises notamment de détecter des dérives qui sont en train d'émerger. Une non-conformité n'apparaît pas tout le temps de manière surprenante, inopinée. Souvent, il y a des signaux faibles qui trahissent le fait qu'il y a un problème en formation. Et donc, encore une fois, c'est très important d'aller régulièrement sonder ces activités métiers et la capacité à formaliser ces tâches répétitives, régulières, va vraiment être le socle d'outillage sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour éviter donc d'aller jusqu'au clash. Ok. Et donc du coup, alors je pense que ça amène aussi la question suivante. On sait que justement, tu parlais d'audit et d'objectifs internes et externes. On sait que voilà, les audits peuvent être à la fois internes et à la fois externes. Et donc comment on fait pour gérer les audits et derrière surtout les non-conformités qu'on pourrait voir émerger, même si effectivement tu l'as dit, c'est rarement effectivement une surprise. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait gérer ça? Florent, je me tourne vers vous. Est-ce que vous auriez effectivement des clés sur comment on peut gérer ça en interne? Comme je l'ai dit précédemment, donc selon le type de réglementation applicable, les contrôles, donc les audits peuvent être faits en interne, un chef de maintenance par exemple, ou en externe par un organisme tiers. Il faut savoir donc effectivement, comme vous l'avez dit au début, la France est un pays extrêmement réglementé. Donc pour une entreprise, en fonction de sa taille, si elle a des succursales, si peut être confrontée à énormément de conformités à régler, et donc à un moment donné, il va s'agir d'intégrer un système documentaire qui va permettre, avec des workflows à l'intérieur, qui vont permettre en fait d'établir tout ce suivi des plans d'action qui sont nécessaires à la mise en conformité, tout en restant connecté à l'actualité réglementaire qui elle-même alimente derrière ces plans d'action et ces besoins de mise en conformité. Donc en fait tout ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut vraiment le penser, à mon avis, de plus en plus dans un système global qui va vraiment de la source de l'information, donc la législation, jusqu'à la mise en place des actions critiques, même les plus minutieuses, hein, pour rester en conformité pour une entreprise. Et je pense que du coup, les organismes de contrôle tels que nous peuvent et se doivent surtout de mettre à disposition ce type d'outils. Oui, tout à fait. Alors justement, vous parlez d'outils, Malo. Je sais qu'on a souvent parlé et on entend le fait qu'on a des outils qui vont être spécialisés sur la gestion d'audit. Après, est-ce qu'on va avoir des outils spécifiques? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un outil spécifique pour tout ce qui est gestion, on va dire, de la partie réglementaire, ou est-ce que par hasard, on pourrait avoir un outil qui fasse les deux? Alors, fort heureusement, non, on a des outils, tels que M-Files précisément, qui permettent à la fois de gérer l'amont et l'aval de façon intégrée. Et c'est assez fondamental, effectivement, pour arriver à être efficace. Donc l'amont, hein, répétons, c'est tout ce qui va concerner la stratégie, décliner un objectif, la définition des exigences, la définition et l'identification des risques, la définition des cibles de conformité. Et puis l'aval consistera précisément à aller vérifier que tout se passe bien, donc à diffuser les bonnes procédures, à faire des audits, à mener des certifications, etc. Donc au-delà de la simplification en termes d'outillage, en avoir un plutôt que deux ou plus, cette intégration de l'amont et de l'aval va permettre d'obtenir une traçabilité bout en bout. Ça, c'est vraiment fondamental pour donner du sens et pour donner de la lisibilité à la démarche. Connecter l'amont
l'aval de manière cohérente, de manière fluide. Et donc c'est ça aussi qui va contribuer à légitimer la démarche de mise en conformité. Si on a vraiment du sens dans ce que l'on fait, on sait exactement pourquoi on essaye de se mettre en conformité dans telle entité, sur tel processus métier, sur tel site opérationnel. Bon, très bien. Alors du coup, ça tombe bien que tu parles d'outils parce qu'on va tout de suite enchaîner du coup avec la deuxième partie de notre présentation qui va être du coup plus centrée sur une vraie démonstration pratique de comment est-ce qu'on peut mettre ça effectivement en musique avec un outil. Donc Malo, je vais te laisser partager ton écran pour pouvoir nous faire la démonstration avec M-Files notamment. Très bien. Voilà. Je te laisse m'indiquer si tu veux bien le moment où l'écran va être correctement partagé. C'est bon, pour moi, tout est OK. Parfait. Très bien, merci. Donc nous voilà rentrés dans l'outil. Petit tour d'horizon, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un outil qui permet aussi bien de créer des informations, créer des documents. Il va permettre aussi de fédérer des contenus. Je pense qu'on en reparlera un petit peu aussi vers la fin. On peut fédérer des existants plutôt que de réinventer la roue. On va pouvoir ensuite chercher, barre de recherche à la Google, facette de recherche sur la droite, pour aller filtrer par stratégie, source, cible de conformité, etc. Et puis on va avoir ici, dans ce cadran navigué, des vues, disons des vues structurées, des vues hiérarchiques à plusieurs niveaux, qui vont permettre de s'y retrouver de manière moins libre que la barre de recherche à la Google, mais du coup de manière beaucoup plus guidée, de manière plus encadrée. Et puis, pour terminer le tour d'horizon, on va avoir le cadran métâches qui vont apparaître et qui vont permettre, par exemple, à l'équipe qualité, à l'équipe de gestion de la conformité, de savoir ce qu'elle a à faire. On parlait tout à l'heure de ces fameuses tâches périodiques. C'est là qu'on va les voir apparaître. C'est ce filet de rappel qui va nous permettre d'aborder la complexité. Et puis, ces mêmes tâches pourraient, pourquoi pas, être également utilisées pour les utilisateurs finaux. Il faut connecter cette démarche aux opérationnels. La qualité, ça doit descendre, bien sûr, dans les opérations. Et donc, on pourrait retrouver ce mécanisme de tâches pour des opérationnels qui devraient, à leur poste, prendre connaissance de telle et telle procédure applicable dans le cadre de leur activité. Très bien, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, ces vues reprennent finalement toute la démarche que l'on a pu évoquer tout à l'heure. On démarre donc par la stratégie, de manière cohérente. Cette stratégie, bon, il peut y en avoir d'ailleurs plusieurs éléments stratégiques. On les modèle ici, dans M-Files. Pour les personnes autorisées, on peut créer une stratégie. Cette stratégie porte donc un petit nom, elle va être numérotée, on va définir un périmètre d'application de la stratégie. Par exemple, un créneau temporel, c'est la stratégie pour les années 2021-2025, les pays auxquels elle s'applique. Il pourrait y avoir des éléments de stratégie qui ne concernent que la France, d'autres que tel ou tel autre pays, ou bien des stratégies globales pour l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble du groupe. On va pouvoir aussi déterminer des entités concernées par cette stratégie, et puis voilà les personnes qui collaborent pour l'établissement de la stratégie. Vous voyez qu'une stratégie va être connectée dans la partie basse à des objectifs, les fameux objectifs que l'on évoquait tout à l'heure. On peut créer ces objectifs à partir de la stratégie. Bouton droit, créer, et puis donc on peut créer par exemple ici un objectif. Vous voyez, quand on le crée, il est d'office connecté à la stratégie que l'on avait sélectionnée. Donc on a cette filiation entre stratégie et objectif. Très bien, bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la création de l'objectif, je pense que vous avez compris l'idée. Ces objectifs, on va cliquer par exemple sur celui-ci, certification ISO 14001, on voit que c'est un objectif qui est validé à atteindre, et puis on pourrait bien sûr avoir des objectifs qui ne sont pas encore applicables aux entités concernées, des objectifs qui sont en brouillon, en collaboration. On clique sur l'objectif, on a le détail de l'objectif à nouveau, et puis on va pouvoir le déplier, et là, voir par exemple les les réglementations qui sont applicables relativement à cet objectif. Là, évidemment, un objectif de certification ISO 14001 va être relié à la norme ISO 14001 2015, par exemple.
Donc là, vous voyez, on clique sur la norme, on a le détail de la norme, on peut déplier cette norme, et là, enfin, accéder aux documents qui permettent d'appréhender cette norme. On voit ici toute la fiche de ce document qui décrit, qui est une introduction, disons, à ISO 14001. Vous voyez qu'il y a des tags de classification, on voit quelle est la source parente, ISO, on voit quels sont les thèmes associés, par exemple la catégorie de risques environnementaux, catégorie risque de compétitivité, ce ne sont que des exemples, et on va bien sûr pouvoir apercevoir le texte lui-même. On va pouvoir rechercher dans le texte, par exemple si je cherche les évocations de réviser, voilà, on va pouvoir naviguer dedans très facilement. Très bien, donc vous voyez, il y a cette traçabilité, on commence à l'apercevoir depuis la stratégie, ensuite l'objectif, puis la norme que l'on souhaite supporter, les textes qui se cachent derrière cette norme. On peut voir aussi quels sont les audits qui ont été menés relativement à cet objectif stratégique. On déplie ici la catégorie audit, et puis on peut voir, tiens, l'audit 1896, on peut voir donc à quoi il est relié, la stratégie, l'objectif, les exigences associées à cet audit. Donc on a bien toute la contextualisation nécessaire à appréhender les choses. Dans le deuxième onglet, on voit un focus uniquement sur les audits qui sont associés à cette stratégie, et puis enfin les documents de description de la stratégie. Très bien, donc on va maintenant basculer dans l'approche par source réglementaire. On a défini donc des sources, bien sûr elles peuvent être augmentées, il n'y a pas que ces sources-là, il y en a quand même beaucoup, si on va dans le détail. On les a à droite, vous voyez, dans notre onglet épinglé, on a nos sources préférées, françaises, européennes, internationales. On va, alors on peut voir le détail de chacune. On va focaliser pour l'exemple sur ISO. On a donc là dans cet onglet les différentes normes ISO qui nous intéressent. 9001, 13485, etc., etc. Là, on va rester pour l'exemple sur 14001, le management environnemental qui était évoqué par Florent tout à l'heure. Donc encore une fois, on clique sur une norme, on va pouvoir la comprendre, on va pouvoir accéder aux documents afférents. Vous voyez que tout est nommé de manière assez stricte, avec des trigrammes, TRN, texte réglementaire ou normatif, voilà, sachant que tout ça est hautement personnalisable. Très bien, donc on voit à côté des normes relatives à la source ISO une sorte de compilation des différents textes, on voit du 9001, du 14001, etc. On pourrait avoir également d'autres documents, des vidéos, pourquoi pas, qui soient capturés. On continue notre exploration ici par un autre angle d'attaque. Vous voyez, c'est de l'information tout ça. Et il y a différentes manières d'accéder à l'information. Par la stratégie, par les sources, là directement par les textes. Donc on aborde les textes par la source ISO. Et là, on va aller dans 14001-2015. Voilà, donc on retrouve le texte que l'on avait vu tout à l'heure, et le travail de quelqu'un qui va justement devoir analyser cette norme va consister à définir des exigences, à décliner des exigences à partir du texte. Donc on clique sur le texte ici, et on va voir en bas les exigences que l'on a créées. On peut les créer avec bouton droit, créer une exigence. Vous voyez, donc comme ça, on va relier directement une exigence à un texte parent. On peut bien sûr apercevoir le texte, ici, ça va de soi. Les exigences, j'y passe quelques secondes, vous voyez qu'elles vont référencer le passage du texte, l'extrait du texte dans lequel on va trouver ce qui concerne l'exigence. Là, par exemple, c'est page 9, ça pourrait être un chapitre 3.2 de la page 9, quelque chose comme ça, donc très concret, très opérationnel, pour aller détourer notre exigence. Et si l'on déplie l'exigence, vous avez compris l'idée, on met tout en relation pour avoir une sorte de traçabilité, de filiation
intégral, bout en bout. Et donc on voit que cette exigence est reliée à un texte, un autre texte, là, celui sur lequel on a cliqué tout en haut, très bien, et on voit les audits dans lesquels cette exigence est apparue. On peut cliquer sur l'audit, le 1896, et là on va voir donc à quoi il se réfère. On va voir les entités auxquelles il se réfère, etc. On voit que c'est un audit qui est en préparation d'ailleurs. On pourrait déplier l'audit et là aller zoomer sur les non-conformités qui sont détectées dans le cadre de l'audit. On peut cliquer sur la non-conformité, NCO. Et là, donc, avoir tout le détail de la non-conformité. On pourrait déplier la non-conformité et voir les documents relatifs à la non-conformité. Un DNC, description de non-conformité. Voilà. D'accord. Donc, encore une fois, c'est une question de filiation bout en bout, de mise en relation bout en bout, de tout ce qui va concerner finalement le respect et la mise en œuvre de cette gestion de la conformité. On continue notre exploration, on va remonter, on va aller dans les thèmes et les risques. On peut définir donc des risques, des thèmes qui vont nous servir à marquer nos documents, à marquer nos normes, à marquer nos audits, encore une fois, pour bien pouvoir les interconnecter avec différents sujets, avec différentes problématiques de l'entreprise. On peut donc définir des catégories de risques. On en a quelques exemples ici, par exemple la catégorie de risque compétitivité, et on voit en bas les risques qui font partie de cette catégorie. Par exemple ici, insatisfaction client liée à l'accueil. On voit le niveau d'occurrence du risque, là c'est systématique, le niveau d'impact, à quoi il est relié. On pourrait le déplier et là voir, tiens, ce risque s'est manifesté puisqu'il y a une non-conformité où le risque est apparu. On peut à nouveau cliquer sur la non-conformité et puis avoir tous les éléments de contexte, notamment l'audit qui a révélé cette non-conformité. On peut, au-delà des catégories de risques, définir donc des risques. Un autre moyen d'y accéder, c'est par ici. Vous voyez, donc là, on définit des risques généraux. On peut cliquer sur un risque, avoir le détail du risque, et voir notamment les documents associés à ce risque, voir les exigences associées à ce risque. Encore une fois, souvent on va avoir une sorte de médaille, d'un côté la partie exigence et de l'autre le risque associé ou les risques associés à une exigence, les deux faces d'une même médaille. On continue l'exploration. Alors bien sûr, il va falloir définir des procédures opérationnelles pour s'assurer que telle ou telle norme avec telles et telles exigences sont satisfaites. Il faut produire des procédures, s'appuyer sur des modèles qui pourront être instanciés pour différents sites, différents processus métiers, dans différents pays. Vous voyez que dans M-Files, on va supporter les modèles. Ici, on peut transformer n'importe quel document en modèle par ce biais-là, et tout simplement, le document devient un modèle réutilisable, réinstanciable par les différentes équipes. Alors tout ça finalement, on va dire, c'est l'amont. Maintenant, on va basculer dans l'aval, avec la définition de cibles de conformité. Dans M-Files, on va pouvoir définir des cibles de conformité de 3 grandes natures. Des cibles organisationnelles. Vous voyez ici, on a cliqué sur la pseudo-entreprise ABC Industrial Germany. Elle est de type entité organisationnelle, mais donc pour vous montrer les autres possibilités, une cible de conformité pourrait aussi être un processus métier ou un site. On peut agir sur ces trois plans-là, dans le cadre de la mise en conformité. Et quand on a cliqué sur une cible, on va avoir les contacts relatifs à cette cible. On peut cliquer ici sur le contact qu'on a en Allemagne. On va pouvoir repérer les processus métiers associés à cette cible. ABC Industrial en Allemagne, on a notamment défini le processus évacuation incendie. On va pouvoir regarder les audits qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu dans cette entité. Ici, on voit que cet audit a été réalisé et le résultat est conforme. Tout va bien. Et puis, on pourrait apercevoir les documents relatifs à l'entité s'il y en avait. Voilà pour les cibles de conformité. On continue avec les audits. Une vision gouvernance dans laquelle on va avoir tous les audits
passées ou en préparation. Vous voyez ici, dans la colonne étape, on voit tout de suite en un clin d'œil où on en est, audit en préparation, audit en exécution, audit avec des résultats conformes, et puis là on a eu, manque de bol, un audit avec, conforme mais avec réserve. Point d'attention. Donc là, on clique sur cet audit, encore une fois, on a tout le détail à droite de l'audit, ce qui permet de le classifier, de le catégorifier. Et puis en bas, on va voir les aspects plus spécifiques à cet audit. Le plan d'audit qui a été défini, PAE, plan d'audit ou d'évaluation. On va pouvoir y accéder. On va aussi repérer tout de suite en un clin d'œil les non-conformités potentielles relatives à cet audit, les descriptions de non-conformités, l'onglet avec les résultats d'audit, bon là il n'y en a pas eu, voilà. On pourrait avoir des actions résultantes suite à l'exécution de l'audit. Donc ça c'est une vision gouvernance, on pourrait avoir une vision des audits par cible, par pays, par entité, par métier, par processus, par tout ce que vous voulez. On peut avoir un aperçu des non-conformités, alors là par état de non-conformité, celles qui ont été identifiées mais qui ne sont pas encore traitées. Là on en a une ou quelques-unes en traitement, et puis on en a qui sont en retard de traitement. Ça c'est aussi important bien sûr. Il s'agit non seulement de savoir ce qui est non conforme, mais derrière de traiter les non-conformités avec des actions correctives et préventives. Là par exemple, si on va dans les actions en traitement, dans les non-conformités en traitement, pardon, on en a une, la non-conformité 118, équipement électrique non conforme à la norme française. Dans certaines salles, là c'est probablement relatif à des activités de formation. Donc là vous voyez la description encore une fois de la non-conformité. Elle a été repérée par Marie-Guillaume, elle est traitée par Marc Lessinger, relative à tel audit et à telle cible de conformité. Vous avez encore une fois vraiment tout le contexte relatif à la non-conformité. Et en bas, on voit les actions qui ont été prises, pour l'instant une. On pourrait faire bouton droit et créer d'autres actions, correctives ou préventives. Vous voyez ici, dès qu'on crée une action, tout de suite on a l'affiliation avec l'audit et la non-conformité de laquelle on part. Donc quand on va dire je crée une action corrective ou préventive, on a vraiment toute la contextualisation qui va bien, de manière très très simple. Et là, si je clique sur l'action, ben voilà, je pourrais continuer à la déplier et puis avoir, donc, encore une fois, ma traçabilité avec tout le reste. Les audits, les objectifs, etc. On s'approche de la fin, les modèles documentaires, je vous en ai parlé. On va terminer peut-être avec les cartographies. Je pense que je suis encore dans les temps, pour une fois j'ai l'impression que je n'ai pas trop dérapé. Sandra, tu n'hésites pas à me le dire, mais je crois que j'ai encore 2-3 minutes pour vous parler des cartographies. Donc les cartographies, c'est un module intégré à la solution M-Files et qui permet de construire des cartographies de différentes natures, par exemple des cartographies organisationnelles pour construire des organigrammes tout simplement, donc là on va le voir. Vous voyez ici, on a une hiérarchie organisationnelle, on peut cliquer sur des éléments de cette organisation et naviguer comme ça dans l'organisation. Ce n'est pas donc juste un dessin, ce sont vraiment des objets interactifs. On peut associer des actions à des objets, on pourrait rajouter un petit bouton plus pour dire ben là je veux créer pour cette équipe une procédure opérationnelle par exemple. Donc c'est plus que du dessin, c'est plus que de la cartographie, c'est de l'interactivité. On peut avoir aussi des cartographies de type processus métier. Donc là, on voit un exemple de processus métier défini pour traiter une demande RGPD. Vous savez, le droit à l'information RGPD, vous pouvez avoir des clients, des fournisseurs ou des collaborateurs même, pourquoi pas d'entreprises, qui vous font une demande d'information sur quelles sont les informations que vous détenez sur eux. Tout ça fait partie de la qualité, de l'aspect conformité, la conformité RGPD et GDPR. Et donc vous voyez, on peut tout à fait dessiner directement depuis un M-Files des processus et voilà, avec différents acteurs définis en couches, vous voyez, hein, pour le traitement d'un sujet. On peut créer des rapports d'intervention, on peut instancier une fiche Excel de traitement de la demande directement depuis ce processus métier.
On pourrait aussi, pourquoi pas, apercevoir des bâtiments. Ça peut jouer un rôle dans la conformité. On peut apercevoir des équipements et avoir des codes couleurs en fonction de l'état de fonctionnement des équipements. Vous voyez, on peut aller jusque-là. Voilà, donc c'est une approche vraiment très très globale et très intégrée de la conformité qui vous est proposée avec, vous voyez, ces extensions qui vont jusqu'aux aspects vraiment opérationnels avec la représentation du monde réel. Et là, vous avez vraiment votre bout en bout qui est achevé. J'ai terminé. Sandra, je te repasse la main en arrêtant mon partage. Sandra, tu es avec nous? Je pense que son micro n'est pas actif. Oui, son micro n'est peut-être pas actif. C'est le moment, Florent, de raconter nos vacances, je pense. Je vois que Sandra a l'air de rire, mais on ne t'entend pas. Toujours pas, Sandra. Oui. Non, toujours pas. Bon. Je pense que Malo, il va falloir improviser là, je crois. C'est bon, on va continuer. On sait, on peut passer au slide suivant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, bon, c'est bon, tu es revenu. Bon, excusez-moi, je pense qu'effectivement mon micro entre-temps a dû se déconnecter. Donc effectivement, on passe effectivement à la partie suivante, sur la partie tendance. Et alors, du coup, on sait que les réglementations et tout ce qui est règles, ça évolue en permanence. Et donc du coup, Florent, je me tourne vers vous pour savoir un petit peu quelles sont les évolutions que vous voyez pour les prochaines années à plus ou moins long terme. Alors je vais pas faire dans l'exceptionnel par rapport à ça. Ce qui se dessine de toute façon là clairement, c'est tout ce qui est lié à l'énergie, à l'environnement et au climat. Et donc il y a tous les risques qui vont être liés au développement des nouvelles solutions qui vont être mises en place par rapport à tout ça, quoi. Donc on parle de ce qu'on appelle l'e-mobility, nous par exemple, donc tout ce qui est recharge des véhicules électriques, tout ce genre de choses. Toute la mise en place de l'hydrogène comme nouvelle source d'énergie, enfin énergie renouvelable. Donc voilà, je pense que ça sera les grandes tendances réglementaires. Mais au-delà de ça, je pense que l'autre défi, donc pour les pourvoyeurs de veille comme nous par exemple, et pour les entreprises qui vont donc être soumises à ça, ça va être de réussir à prendre en compte la globalisation de la réglementation. On voit que le climat, l'énergie, ça va être des questions qui vont plus se jouer au niveau national, mais qui vont se jouer maintenant à des niveaux autres, européens, voire mondiaux. Donc, ça va déclencher des processus réglementaires qui vont être beaucoup plus globaux, mais qu'il faut bien savoir qu'il va y avoir que les prises en compte au niveau de chaque pays vont être quand même différenciées. Donc ça va être à mon avis pour nous, la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va réussir à intégrer tout ça dans les processus de veille, et comment est-ce qu'on va réussir à le transmettre aux entreprises qui vont en avoir besoin. Voilà, je pense que pour nous, ça va être ça. Comment suivre les activités des entreprises aux différents coins de la planète en prenant en compte tous ces grands défis globaux qui vont avoir des impacts distincts au niveau national. D'accord. Et alors du coup, Malo, au niveau technologique, c'est vrai que on a parlé d'Empise, effectivement, la manière dont on peut gérer, mais qu'est-ce que tu vois émerger au niveau technologique, pareil, pour accompagner tous ces changements sur les prochaines années? Alors pour citer vraiment les tendances technologiques les plus majeures, il y a tout d'abord le besoin d'interconnexion, je dirais d'interopérabilité, d'interfaçage avec le système d'information de nos clients, qu'il s'agisse d'interfaçage avec le portail fournisseur, avec le système de gestion de la qualité, les fameux SMQ. Pour n'en citer que quelques-uns, ça peut être aussi le CRM. Enfin, on voit que l'approche de la conformité, en gros, est très très pervasive. Elle doit aller mettre son nez un petit peu partout. Et donc ça va accroître le besoin d'interfaçage entre une solution de gestion de la conformité et puis l'écosystème informatique au sein de l'organisation. Ensuite, on voit aussi émerger très fortement un besoin de fédération de l'existant
on ne part pas de zéro. Les entreprises ont collecté des documents, elles les ont amassés au fil du temps, souvent dans des serveurs de fichiers en réseau. Et donc là, bien sûr, on peut envisager des migrations, mais souvent, c'est un mini-projet informatique en soi, une migration. Donc, la possibilité qu'on a, pour parler d'Mfiles, hein, c'est de ne pas migrer les documents et de pouvoir les indexer là où ils sont in situ, hein, et d'y accéder de manière transparente à distance, encore une fois, sans migration. Donc ça, c'est un besoin que l'on voit vraiment se manifester de plus en plus dans les entreprises, et ça apparaît tout simplement dans les cahiers des charges. Donc on voit bien que nos clients sont en train vraiment de maturer sur ces aspects-là. En lien avec ce point, on va également avoir tout ce qui est analyse de contenu, hein, que ce soit les contenus directement injectés dans le système ou bien des contenus, encore une fois, existants, qui sont sur des serveurs réseau, sur des sites SharePoint, sur des OneDrive, des Google Drive, etc. En lien avec tout ça, on va avoir la problématique des gros volumes et de l'éparpillement de ces contenus, et donc de savoir ce qu'ils contiennent, que sont ces contenus. Retrouver un document avec un mot, avec l'aspect barre de recherche, vous savez, à la Google, c'est une chose, c'est déjà pratique, mais voilà, ça nous donne des fichiers bruts, on ne sait pas ce que c'est. Il faut les ouvrir pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et c'est là que l'intelligence artificielle pointe son nez et nous permet d'aller auto-classifier et auto-décrire ces contenus distants ou dans la solution. C'est ce que permet déjà Mfiles, mais c'est vrai que c'est une tendance qui va se développer très fortement dans les temps qui viennent. Et puis, je dirais qu'il va y avoir aussi, ce qui est assez proche de l'intelligence artificielle, tout ce qui est analyse du langage naturel. Par exemple, c'est quelque chose chez Mfiles qui fonctionne dans nos labos de recherche, donc je pense que ça ne va pas trop tarder à arriver dans le produit. Je l'ai vu fonctionner dans notre lab d'intelligence artificielle au Canada. C'est donc la possibilité d'utiliser le langage naturel pour aller interroger ce corpus informationnel que vous gérez. En l'occurrence avec Mfiles. Au lieu d'aller rechercher par mots-clés ou par hiérarchie de classification, on va pouvoir à l'avenir faire une recherche très très naturelle en disant « Je veux les contrats de sous-traitance pour la France et la Belgique entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2018. » Oui, dans le cadre d'un audit ou de quoi que ce soit d'autre. On va pouvoir donc interroger le système de cette manière. Ça va ouvrir bien sûr la porte au micro, hein, à la reconnaissance du langage, hein, du coup. On pourra taper en langage naturel, mais on pourra aussi dicter en langage naturel sa question. Vous voyez, ça va vraiment être une révolution technologique, je pense, majeure, et qui va arriver très très vite. Et puis pour terminer, il y aura aussi, alors ça va être aussi majeur, ça va arriver peut-être de manière un peu plus lente, c'est tout ce qui est documentation structurée et XML. Justement, effectivement, on le voit arriver. Florent, vous, quelles sont vos attentes par rapport justement à la documentation structurée qu'on voit quand même qui émerge oui. dans ce domaine? Alors, ça commence juste, hein. Ça arrive, et pourtant ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux, mais ça arrive juste à maturité, on va dire. C'est ce que Malo a montré tout à l'heure en parlant d'exigences réglementaires. En fait, je pense que c'est là où ça va jouer tout son rôle. Il faut savoir que la réglementation est exigeante par nature, et donc les entreprises sont de plus en plus exigeantes par rapport à ça également. Et dans la législation, en fait, on retrouve cette exigence dans les niveaux légèrement les plus bas d'un texte réglementaire, par exemple au niveau d'un article de code. Et donc, il va falloir que maintenant on soit capable, en fait, de segmenter tous ces textes et d'exprimer les exigences au sein des textes, donc au niveau les plus bas, de pouvoir les indexer dans ces différents niveaux, de pouvoir éventuellement jusqu'au bout, pourquoi pas, reconstituer complètement des référentiels réglementaires à partir de ces exigences. Et l'autre chose importante, je vais se faire très vite, par exemple, de pouvoir versionner aussi les textes réglementaires. C'est très important parce que pouvoir remonter à une version antérieure d'un texte réglementaire. Je vais prendre un exemple tout bête, un ascenseur installé dans un immeuble, il est contrôlable, et c'est une obligation réglementaire, il doit être contrôlé, en fonction du texte réglementaire de la période de son installation. Donc on est obligé de devoir en fait remonter à la version initiale du texte réglementaire pour pouvoir le contrôler. Donc on est obligé de garder aussi cette notion de version, et ça c'est pareil, dans la documentation structurée, il va falloir qu'on le retrouve.
Et puis, dernière chose très rapide, on voit que maintenant de plus en plus les fournisseurs de législation, que ce soit donc Eurlex pour l'Europe, Légifrance pour la France, fournissent maintenant des contenus structurés en format XML. Donc ça devient possible d'intégrer directement ces flux XML dans la propre réglementation des bases de données ou GED d'une entreprise. Ouais. Alors du coup, Malo, est-ce que nous, on a des outils, est-ce qu'on a des outils justement qui peuvent permettre de répondre à ça et de gérer tout ce qui est documentation structurée justement? Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui est assez ambitieux, qui va être assez révolutionnaire. Donc je dirais on est au début de l'histoire, mais nous l'avons anticipé et nous avons un partenaire technologique avec lequel nous avons monté une intégration. Donc c'est Fonto XML, qui est un éditeur XML. Puisqu'on est en train de vous dire, l'air de rien, avec Florent, que vous allez à l'avenir peut-être devoir oublier votre Microsoft Word préféré. Donc, vous voyez, ça va aller loin, puisque donc les formats Word ne sont pas suffisamment propres pour pouvoir les disséquer de manière chirurgicale, en extraire des clauses, etc., faire des copier-coller propres. Tout le monde sait que les copier-coller dans Word, c'est souvent un cauchemar. Et donc tout ça, il va falloir l'abandonner pour adopter le monde XML et donc avoir la possibilité là de faire du chirurgical, pouvoir vraiment versionner telle partie d'un texte, même jusqu'à un niveau article, paragraphe. Si le paragraphe évolue, pouvoir donc avoir tout le versionning de ce paragraphe, pouvoir propager dans des documents qui intègrent telle clause, pouvoir propager la mise à jour de manière automatisée avec des workflows métiers, etc. Et donc, on va combiner toutes les possibilités de l'outil mFiles avec celles de l'éditeur Fonto XML que l'on intègre de manière transparente dans l'outil mFiles, dans les onglets. Au lieu d'avoir l'aperçu documentaire classique, on va avoir en fait l'éditeur XML vraiment très proprement embarqué dans l'outil mFiles. Et donc à partir de là, dès qu'on va détecter des changements, les workflows mFiles vont pouvoir prendre la main pour gérer la propagation. Donc on en est là, on a déjà une intégration et on peut tout à fait aborder le sujet de manière pragmatique avec des clients, des prospects intéressés. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Je crois qu'on arrive à la fin de notre présentation. Alors, je suis en train de regarder les questions qui ont été posées rapidement parce que je sais qu'on arrive à la fin de notre heure. Je crois que Florence, celle-ci, ça va être une question pour vous. Qu'est-ce qui peut inciter un dirigeant d'entreprise à rechercher le respect de la conformité parce que c'est plus un centre de coût et non de profit? La réponse va être assez simple. Alors après, ça dépend. Si c'est une conformité ISO, donc par rapport à une norme, au pire, si vous ne respectez pas la conformité ISO, vous perdez la certification au grand pire. Mais votre entreprise continuera de tourner. Par contre, la conformité réglementaire, malheureusement, ce n'est pas un choix. On est obligé de se conformer réglementairement. Les entreprises sont obligées de se conformer réglementairement. Donc, c'est un coût qu'il faut prendre en compte. C'est des coûts qui doivent être intégrés en fait, au fonctionnement d'une entreprise. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, j'ai une deuxième question. Alors, celle-ci, Malo, elle est pour toi. C'est par rapport au module de cartographie que tu as montré tout à l'heure dans ta démonstration. Est-ce que ça fait partie du mFiles? Est-ce que c'est un module payant? Alors, c'est un add-on payant de mFiles. Écoutez, messieurs, alors les autres questions qui ont été posées, on y répondra par email parce que je crois qu'on arrive vraiment à la fin de notre heure. On ne va pas vous garder tous plus longtemps. Je vous remercie beaucoup pour cette table ronde qui, je pense, était très enrichissante. J'espère qu'on a pu donner à tout le monde des clés et des pistes pour mettre en place de la conformité ou alors continuer celle que vous avez en place avec peut-être même des futurs outils. Voilà. Je vous rappelle que mFiles sera aussi donc présent le 8 décembre lors de la table ronde européenne qu'on organise, Eurovisionary. Promis, on ne chantera pas. Mais voilà, vous pourriez également aussi apprendre tout ce qui est gestion de l'information et les best practices qu'on peut voir en Europe sur différents domaines et dans différentes industries. Messieurs, je vous remercie pour cette heure qu'on a passée ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions encore à nous poser, on pourra y répondre et on vous enverra le replay dès qu'il sera chargé. Voilà. À très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.